C'est dans la Drôme et à Boulques plus précisément que je suis venu à la rencontre de Pascal Ancelin. Pascal est ostéopathe depuis 1991 et pratique l'ostéopathie biodynamique depuis 2001. Dans son centre, il propose des formations sur l'ostéopathie biodynamique où il reçoit de nombreux étudiants chaque année. Nous avons abordé dans ce 8e épisode sur l'avenir de l'ostéopathie de nombreux thèmes, comme l'ostéopathie crânienne, la poussée du courant scientifique EBP, mais également la place de l'ostéopathie dans la prise en charge de certaines maladies comme le cancer. Pascal nous a aussi donné sa vision sur la poussée démographique et sur l'avenir de la profession. J'en profite pour le remercier chaleureusement pour son accueil et je vous laisse écouter cet épisode en version podcast ou le regarder devant votre ordinateur. Bon visionnage et si vous avez des questions ou d'autres réflexions, la section commentaires est ouverte. Que penses-tu de l'émergence de ce nouveau courant plus scientifique face à l'ostéopathie traditionnelle ? Alors je ne pense pas que cette émergence soit quelque chose de pas naturel. C'est plutôt intéressant que la science s'intéresse à une médecine aussi humaniste que l'ostéopathie. Donc ça me paraît être logique. Plus on avance, plus on va vers l'apport de la science pour valider des choses qui existent déjà ou pas. Donc ça me paraît assez normal et plutôt intéressant que la science, enfin, s'intéresse à l'ostéopathie. Ce virage actuel d'une partie des ostéopathes vers une pratique basée sur l'épreuve, EBP, t'évoque quoi ? Alors je sais qu'il y a eu un mouvement comme ça avec la psychologie aux États-Unis il y a une dizaine d'années qui a fait réagir tout le monde de la psychologie et qui s'est éteint en fait. On s'est rendu compte que on pouvait pas tout expliquer avec la psychologie et donc progressivement il y a eu une sorte de lutte de classe. Et pour avoir lu pas mal de choses là-dessus, avec le temps, ça s'est éteint. Pour l'ostéopathie, je pense que c'est un peu plus intéressant parce que c'est une médecine, en tout cas, oui, on peut parler de médecine ostéopathique, qui est héritée de l'expérimentation clinique, donc des écrits des maîtres, des résultats sur des patients, mais finalement, très peu de gens s'étaient intéressés à ça, donc ce que ça m'évoque, c'est la possibilité de nettoyer un peu l'ostéopathie des choses qui sont juste des modèles et d'affiner ces modèles. À mon avis, la science ne pourra pas expliquer tout dans l'ostéopathie parce que c'est une science humaine qui amène énormément d'autres sciences à travailler en même temps. Et on ne pourra pas toutes les expliquer dans leurs interactions. La science est très précise dans un domaine, mais mélanger les sciences pour regarder le résultat sur un être humain, c'est extrêmement complexe, mais ça pourra nettoyer certaines croyances. Si on avait attendu l'IRM fonctionnel ou que le Bouddha aurait attendu l'IRM fonctionnel pour montrer que la méditation a un vrai effet sur la santé, le Bouddha n'aurait jamais prôné la méditation comme il l'a fait. Et donc, je pense que la science est vraiment bien pour aller valider des choses et invalider d'autres et pour continuer à faire progresser la science humaine. Depuis que je travaille, et ça fait un paquet d'années, je me suis toujours demandé pourquoi on n'avait pas encore collé un patient dans un IRM fonctionnel avec un praticien qui mettrait les mains sur son corps pour voir exactement ce qui se passe sous les mains, puisqu'on peut mesurer des mouvements dans le corps, on peut mesurer des chaleurs différentes, on peut mesurer des champs électromagnétiques. Et je m'étais même proposé auprès d'un médecin ostéopathe qui est très carré, structurel, mais très ouvert aussi, de rentrer dans un processus. Et puis on en a parlé et ça s'est pas fait. Et je trouve d'ailleurs que cela pourrait valider l'ostéopathie dans la recherche clinique, dans les hôpitaux. On pourrait le valider par des examens biologiques, de nouveau par des IRM fonctionnels et plein d'autres examens. Et donc ça m'évoque une possibilité d'ouverture incroyable de l'ostéopathie. C'est ce courant traditionnel qui a fait la renommée de l'ostéopathie en France avec des résultats sur les patients. Pourquoi vouloir cette évolution vers une pratique plus scientifique ? Alors, question très intéressante, Nicolas. Alors, le problème de la science dans ce cas-là, c'est qu'elle devienne restrictive. Est-ce que c'est pas scientifique aussi d'avoir des résultats cliniques ? C'est quand même le but, c'est de soigner des gens.
Moi, je disais, je demandais aux syndicats, je connais quelques patrons de syndicats, je disais, mais pourquoi vous mettez pas dans les salles d'attente des ostéopathes un questionnaire de satisfecit fait par un huissier avec des questions pertinentes sur le résultat, sur la satisfaction. C'est quand même une grosse preuve scientifique. Le résultat et la satisfaction des gens. On a affaire à une pratique qui est là depuis plus de 100 ans et qui est maintenant répandue dans quasiment tous les pays du monde. Et j'ai un peu l'impression, pour avoir enseigné aussi ailleurs, en Europe, en Amérique du Sud, en Russie, j'ai l'impression que c'est totalement franco-français. Il y a quelque chose d'assez dualiste, où on veut épouser deux courants au lieu de les associer pour les faire progresser. Et donc il y a quelque chose qui, pour moi, est très franco-français sur la dualité. C'est pas inintéressant, mais on se trompe on se trompe de langage, on se trompe de chemin, on se trompe de quête. L'ostéopathie n'est plus à discuter. Ça fait plus de 100 ans qu'elle est efficace. Il y a des millions de patients qui se soignent en ostéopathie en France. Donc je te parle pas de l'Europe, des États-Unis, de l'Angleterre, voilà. Même si par exemple aux États-Unis le courant a été repris par les chiropracteurs, mais on pourrait leur dire la même chose sur les preuves scientifiques. Et donc on est en train de contester une médecine qui est popularisée et dont les gens ont besoin puisque les cabinets sont pleins. Bien que je sais par la multiplication des écoles que ça a créé un vrai problème chez les jeunes ostéopathes, d'où la question que je me pose, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une frustration pour les jeunes ostéopathes qui ne travaillent pas et auxquels on amène de plus en plus la science comme objet sacré de prouver un résultat? Est-ce que eux l'utilisent pas par frustration de ne pas pouvoir travailler, s'en prennent pas aux plus anciens qui ont eu la chance d'être là en premier, avec des patientèles qui se sont développées avec le temps d'une façon bien plus facile. Moi, l'endroit où je travaille, à Paris, j'étais le seul pendant des années, 10 ou 20 ans, et la dernière fois, je me baladais dans les rues adjacentes et perpendiculaires, il y a 48 ostéopathes. En 10 ans, on est passé, après j'ai pris un assistant qui est devenu mon associé, un autre qui est venu au cabinet, mais dans la rue, on est dans la rue et les rues adjacentes, simplement, il y en a plus de 40. Je me pose la question de savoir, et je me mets à la place des jeunes ostéopathes, qui s'installent avec cette envie de travailler, c'est un métier qui passionne, et qui n'ont personne qui vient, alors que des ostéopathes de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans sont blindés. Donc je me demande si à l'appelant, il n'y a pas une frustration qui est aussi liée à la démographie de la profession. Voilà. Maintenant, l'ostéopathie existe depuis toujours, et est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, imaginons un courant qui irait très très fort et qui persuaderait les autorités via les médecins et les kinés qui nous ont jamais trop aimés, mais ça, on retrouve pareil la dualité et le corporatisme en France, alors qu'il y a beaucoup de kinés qui sont aussi ostéopathes, hein. Donc il y a des dichotomies partout, des ambivalences, tout ça est très complexe. Mais je me demande ce qui se passerait si on interdisait l'ostéopathie, par exemple. On aurait donc des centaines de milliers de patients, des millions de consultations qui ne se feraient plus. Que dirait le grand public? Est-ce que c'est pas ça qui est vraiment important? C'est que les gens sont satisfaits des ostéopathes. Alors après, tu peux toujours amener des gens qui sont pas satisfaits, mais pareil, après une opération chirurgicale, une consultation de médecine générale, des séances chez un kiné, ça n'a pas de sens. Cette profession existe depuis longtemps. Si elle s'est autant développée, c'est qu'il y a un besoin. S'il n'y a pas de réponse à un besoin, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de réponse, il n'y a plus d'ostéopathes. Et donc le besoin, il vient de la nature humaine, il vient du fait d'être soigné sur le plan où intervient l'ostéopathie, c'est traiter l'humain dans son ensemble, même si il y a beaucoup de pratiques qui ne tiennent pas la route scientifiquement, mais elles tiennent compte de l'humain, et les ostéopathes pour ça
prennent en compte l'humain de façon assez extraordinaire. Il y a une écoute qui est dingue et qui n'est pas celle du psychothérapeute, pas celle du médecin généraliste. C'est vraiment une écoute particulière à partir du corps, à partir duquel on obtient des résultats. Sinon, les gens ne viendraient pas sur une médecine qui est quasiment pas remboursée. Ils ne viendraient pas dépenser de 50 à 120 euros juste pour le plaisir de dépenser cet argent-là. Donc, il faut être aussi pragmatique dans ce sens-là. Certains voudraient oublier nos origines, notre tradition, notre manualité. Qu'est-ce que ça t'évoque réellement ? J'ai passé ma vie avec la pratique que j'ai, qui est d'essayer de sentir l'indicible, de l'interpréter et de sentir ce qui se passe dans les mains et que ça puisse transmuter. Donc j'ai passé ma vie à essayer de ressentir l'autre. Donc je me mets à la place d'un jeune ostéopathe qui débarque avec cette idée que les sciences doivent prouver absolument tout. Et je me dis, voilà, tous ces vieux ostéopathes qui viennent de lignées, qu'ils n'arrêtent pas de nommer, Steele, Sutherland, Becker, Gelous pour ma part, et d'autres, Fulford et plein d'autres, Anne Wells, ils disent, mais ces gens-là prônent des enseignements dans lesquels il y a plein d'erreurs scientifiques. Mais en fait, ce sont des chercheurs. Aucun chercheur n'avance sans faire des erreurs. Et c'est pas parce que les chercheurs d'antan ont fait des erreurs et qu'on obtient maintenant les certitudes qu'on peut avoir par la science qu'il faut leur cracher dessus. Il y a vraiment une histoire de respect. L'ostéopathie, c'est une médecine de respect. Et ce sont des esprits, en fait, qui t'habitent. Quand tu arrives là et que tu peux t'appuyer sur des preuves scientifiques, il y a une froideur incroyable. Malheureusement, ce qu'on a pu reprocher beaucoup aux médecins, et ce que les médecins disent, c'est qu'on récupère aussi des patients parce que eux, ils sont collés le nez devant un ordinateur pour remplir des dossiers et ils n'arrivent plus à avoir le temps, les pauvres, pour toucher les gens réellement. Nous, dans ces pratiques-là, avec ce respect qui passe de maître en maître, il reste cette notion de respect et d'écoute qui passe à travers nos mains et l'écoute des patients. Ce qui peut manquer aux médecins, et je sais pour être ami avec beaucoup de médecins avec lesquels je travaille, des gens de très haut niveau, je sais que ça leur manque de plus pouvoir avoir le temps de prendre son temps avec un patient, de l'écouter, de le toucher, de faire des diagnostics avec les mains. Alors, je pense qu'une de ces origines-là, c'est que la preuve scientifique peut amener beaucoup de froideur. Et nous, on n'a pas ça. Donc le risque avec les jeunes ostéopathes, c'est qu'ils viennent des mécanos. Un mécano, ça s'adresse à une voiture, pas à un être humain. Pour un même patient, plusieurs ostéopathes vont trouver des résultats différents au test. La science dit que notre palpation n'est pas fiable. Qu'en penses-tu ? Alors ça, c'est une très bonne réflexion. Alors moi, je me considère vraiment comme un chercheur. Et pourquoi je me considère comme un chercheur ? Parce que tout ce qu'on m'apprenait pendant les études d'ostéopathie, je trouvais ça pas fiable. Pour les mêmes raisons que toi. On faisait des tests, c'était jamais la même chose. Sur la même personne, le même test 10 minutes après était différent que tu l'aies touché ou pas. Les résultats de chacun étaient différents. Le prof te donnait une autre réponse. L'ostéopathie crânienne, et je crois que je vais répondre à des questions ultérieures, je n'y ai jamais cru. Je n'ai jamais, en mettant mes mains sur un crâne, senti le moindre mouvement des os du crâne. Et donc, je l'ai zappé totalement. J'ai passé mon diplôme, heureusement, avec une question sur la rotation externe des temporaux que je connaissais la réponse qu'on attendait de moi, je l'ai donnée. Et là, j'y ai passé. C'était Bruno Jost, l'enseignant, Bruno qui maintenant fait de la biodynamique d'ailleurs, mais je n'y ai jamais cru. C'est pour ça que j'ai commencé à développer d'autres pratiques. Quand j'ai commencé à travailler, quand j'appliquais toutes ces pratiques, je n'avais pas de résultat. Heureusement, j'étais kiné en même temps et je pouvais avoir une patientèle quand même qui revenait de par la kinésithérapie. Et j'ai dû expérimenter les choses autrement, en touchant les mains, juste en écoutant le patient et en écoutant ce qui est dans le patient. Quand je mets les mains sur une table, je ne sens rien. Sur un canapé, à moins que j'appuie dessus comme une mule, je ne sens rien. Si je mets les mains sur un patient, je rappelle quand même qu'un patient, c'est du vivant. Il y a des mouvements physiologiques, du rythme cardiaque,
des mouvements qui sont la résultante de toute la physiologie humaine dans le corps. Et quand tu as un peu d'expérience et que tu écoutes ça, tu sens que ça bouge, en fait. Donc là, il y a quelque chose de rationnel. Et je pense que c'est le chemin qu'a fait Pierre Tricot, en fait. Donc moi, je l'ai fait aussi, comme beaucoup d'ostéopathes. Beaucoup d'ostéopathes qui viennent à mes formations me disent « Mais ce que tu racontes, c'est exactement la démarche que je cherchais depuis un moment, sauf qu'à force d'avoir travaillé comme ça, et ça fait plus de 30 ans que je le fais, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça bougeait de telle façon, avec tel rythme, pourquoi ça bougeait d'une autre façon, qu'est-ce que ça signifie. Et donc quand tu touches un patient, il est assez simple de sentir, et d'une logique implacable, de sentir qu'il est en train de se détendre et que le muscle, les tissus que tu sens sont en train de se détendre. Il faut vraiment être un robot, et encore pas le fruit de l'IA, pour pas sentir que c'est en train de se détendre. Même un masseur de base va sentir que le muscle est en train de se relâcher. Et donc quand tu touches un patient, les bases, c'est de sentir est-ce que c'est tendu ou relâché. Tout le monde sait que quelqu'un se régule quand il est relâché. Personne ne se régule en jouant au golf, en faisant un 100 mètres, en faisant une conférence ou en répondant à une interview. Donc, il y a un truc qui a été très bien inventé par la nature, c'est le sommeil. Et comme par hasard, pendant le sommeil, les hormones de croissance se mettent en marche, certaines glandes se mettent au repos, le corps est capable de cicatriser. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le sommeil ? Tu te soumets à la force de pesanteur, la gravité, ton corps se relâche, les structures se détendent, ton cœur va moins vite, tout se met au repos et tu peux te réguler. Donc, il est d'une logique, mais implacable, de penser que quand tu arrives à relâcher un patient profondément, donc quand tu as accès à son système nerveux et qui se détend, ensuite tu as accès à une structure qui peut se détendre plus facilement et des mains, même pas très expertes, arrivent à sentir que le tissu se relâche et qu'à l'intérieur de ce relâchement, tu sens mieux cette chose assez indicible, mais dissible quand même, qui est la vie en mouvement. Un rythme cardiaque que tu sens plus fort, des choses physiologiques qui bougent mieux, qui sont plus harmonieuses. Il n'y a pas besoin de faire 25 ans d'ostéopathie pour le sentir. Et là, je pense qu'on peut trouver des machines pour le sentir, alors qu'on travaille là-dessus, même avec des IRM fonctionnels ou des capteurs de pression. Et ça, c'est une évidence incroyable. Moi, je n'ai jamais cru à l'ostéopathie crânienne. Je n'ai jamais cru au mouvement respiratoire primaire tel qu'il est décrit par les maîtres. Par contre, dans les enseignements, par respect pour eux, on garde ce terme mouvement respiratoire primaire parce que cette manifestation de la vie dont je t'ai parlé, qui bouge de façon indicible et harmonieuse quand elle est bien ou qui est complètement fixée quand elle ne l'est pas et qui est facile à sentir, elle était là avant la respiration thoracique. C'est même le mouvement cytoplasmique dès le départ sur une cellule. Donc nous, on sent juste la résultante de tout ce qui se passe dans un corps et une main experte sent quand c'est pas normal, quand tu sens rien, quand il y a des champs électromagnétiques, parce que le corps fait des activités physiques et que quand ça va pas, ça crée une hyperactivité et tu sens une résistance. Ce sont des champs électromagnétiques. Ça a été très bien mesuré par Hochman, qui est un médecin américain qui a mesuré tout ça, qui a écrit un excellent bouquin avec toutes ses expériences, mais c'est pas le seul. Et donc tout ça se sent. Alors oui, on peut lâcher progressivement le mouvement respiratoire primaire, mais peut-être garder l'appellation, parce qu'il veut bien dire, dans sa nomination, dans son vocabulaire, ce qu'il veut dire, c'est un mouvement qui était là avant la respiration thoracique. Et donc dans ce mouvement, ok, les rythmes, ils sont contestables, et visiblement, moi je lis autant d'études qui sembleraient que ça le montre que ça ne montre pas. Admettons, et je pense qu'effectivement, les rythmes qui sont donnés ne sont pas justes et ils sont surtout différents d'une personne à l'autre. Ce qu'il y a de sûr, c'est quand tu sens une vie saine entre les doigts, ce sont des rythmes lents, donc pas énervés, des rythmes harmonieux, pas énervés, et des rythmes qui sont tranquilles. C'est aussi simple que ça, et surtout qui peuvent se propager ou dont la résultante montre un muscle, un tissu qui se détend sous les doigts. Et après, la nature fait le reste. Et donc, je trouve que c'est bien de mettre le doigt dessus. Moi-même, dans les enseignements, avant, je parlais des rythmes,
en ayant un petit doute d'arrière-plan sur ces rythmes-là, mais en respectant la terminologie, le fait que ça soit harmonieux, cyclique et régulier. Voilà, à partir de là, ok, c'est pas 2,5 par minute, et ça m'arrange bien, hein, que ça soit pas comme ça. L'être humain est différent de l'un à l'autre. Il n'y en a pas un autre beaucoup plus lent. Non, plus tu te relâches, plus le rythme est lent. Voilà, et ça change rien au principe. Mais c'est chouette qu'on puisse dire adieu à ça, et je respecte les maîtres qui ont amené la conscience des futurs ostéopathes sur le fait que la santé, on peut la sentir dans le corps, sous cette forme harmonieuse, lente et régulière, bon, qu'elle soit pas le rythme qu'ils aient donné au départ, est pas très important. Est-ce nécessaire que l'ostéopathie évolue avec la science pour gagner en crédibilité face aux médecins, aux kinés, aux professionnels de santé? Déjà, il y a toujours cet esprit dualiste qui, moi, me gêne. Tout ça, c'est une question de communication et de pouvoir. Les médecins sont au sommet de la pyramide médicale. Dans d'autres domaines, tu vois bien que les gens qui sont au sommet, ils n'ont pas trop envie d'être contestés. Donc, c'est normal qu'ils réagissent. Il y a cet ego. Et puis, il y a le corporatisme. En France, le corporatisme, c'est très fort. Chacun veut défendre sa corporation, becs et ongles. Alors, c'est sûr que nous, les ostéopathes, comme on est vite assimilés à des guérisseurs, des magnétiseurs, des gourous, des charlatans, c'est facile. Comme on comprend pas exactement comment ça marche, bien que j'ai essayé de te l'expliquer là avant, donc c'est facile de nous attaquer. Les kinés, c'est pareil, c'est la même chose, surtout depuis qu'ils ont été reconnus avec un ordre des kinés. Et donc chacun défend. Nous, on arrive derrière avec des pratiques qui sont des pratiques qui ont été entre guillemets, prouvé par le nombre de consultations. C'est vachement gênant sur des médecines qui sont vachement pragmatiques. Et encore, on peut parler de pratiques de kiné, hein, j'ai fait de la kiné. Voilà, la kiné est géniale, mais il y a des pratiques qu'on fait, je sais pas, la manœuvre de Cyriax ou des trucs comme ça. J'aimerais bien qu'on m'amène les preuves scientifiques de ce genre de choses, par exemple. Voilà. Et pourtant, elle marche. Mais comment on peut l'amener? Voilà, il y en a plein d'autres comme ça. En plus, la science, elle change tout le temps. Elle est basée sur ce qui se passe ici et maintenant. Et je conseillerais de lire Réenchanter la science de Rupert Sheldrake, qui pose des dogmes scientifiques, qui les développe et qui à la fin dit, bon, messieurs les scientifiques, c'est un très grand scientifique lui-même, maintenant expliquez-moi pourquoi ta. La science, elle bouge. L'univers bouge. Les lois dans lesquelles on est, elles évoluent. On est dans un monde qui bouge, donc ce qui est juste un jour sera plus juste le lendemain. Nous, en ostéopathie, on essaie juste d'avoir des résultats cliniques. Quand tu vas voir un ostéopathe, qui va te faire payer entre 50 et 120 euros en fonction du temps qui passe, sa renommée, l'endroit où il est, le quartier où il est, et ben, si t'as pas de résultat au bout de 2 fois, 3 fois, tu vas plus le voir. Alors que quand tu es remboursé chez un kiné régulièrement ou un médecin, même sans résultat, tu vas le voir. Est-ce que ça, c'est pas une preuve de succès? Les gens n'ont pas envie de dépenser 200, 300, 400, 500 euros, 600 sans être remboursés. C'est aussi une forme de logique. Alors oui, parce que si on veut appartenir au monde médical, c'est-à-dire au monde du soin, pour pouvoir mieux soigner les gens, c'est excellent qu'il y ait une interaction. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans d'autres pays, mais jamais on se pose ce genre de questions. Tu travailles dans une clinique en Allemagne, dans les pays nordiques, avec des médecins, des ostéos, des naturopathes, qui sont pas des charlatans. Des charlatans, il y en a partout, même chez les médecins et les kinés, chez les ostéopathes aussi, chez les naturopathes aussi. Ben, tout le monde fait des staffs et tout le monde se tape dans le dos. Personne, il n'y a pas cette idée pyramidale qu'on peut avoir en France. Et donc ici, c'est l'esprit de la dualité. Moi, j'ai fait une carrière assez poussée dans le sport de haut niveau, où on est assujetti aux performances. Jamais on m'aurait gardé dans le sport de très haut niveau si j'avais pas été performant. On me vire direct. Et donc j'ai appris à... Tout ça, c'est une question de communication. À une époque, j'ai soigné des patients qui étaient des patients communs avec Bernard Montalvan, qui est le médecin inamovible de l'équipe de France de tennis et de Coupe Davis.
Il n'avait jamais pris un ostéopathe. Une très mauvaise impression, comme la plupart des médecins. Les études de médecine, c'est 10 ans d'études. Hein. Donc quand on dit pendant 10 ans, c'est une éducation. L'ostéopathie, c'est du charlatanisme. Tout ce que vous connaissez, ça vous appartient. Évidemment, quand tu sors de là, tu crois ce qu'on te raconte. Toi ou moi, on aurait fait ça jusqu'au bout. On aurait été exactement comme eux. C'est de l'éducation, ça s'appelle. J'ai des patients avec mon Talvan, des bons résultats. Comme je suis malin, je vais écrire une lettre en tenant des propos sur la physiologie et les pratiques que je peux avoir, qu'un médecin peut comprendre. Et ça a été très bien reçu. Ensuite, il m'a fait travailler sur des grands événements, des finales de Coupe Davis, de Roland-Garros, soigner des grands tennisman, et après ça a fait boule de neige, vers d'autres pratiques sportives de très haut niveau. Et en fait, à chaque fois, il a suffi que je communique avec un langage qui soit pas un langage de gourou. Moi, je pense que c'est tout l'inverse du gourou. Et les médecins sont convaincus. Il suffit juste de les appeler. Ils demandent que ça. Ce sont des êtres humains comme les autres. Et c'est juste une histoire de communication. Et ça serait chouette que ça marche bien pour tout le monde. Et il y a des médecins qui sont très ouverts à l'ostéopathie. Hein. La science n'a pas prouvé l'existence du MRP et certains ostéos considèrent le crânien comme de la dérive thérapeutique. Quel est ton avis ? Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que le MRP n'existe pas, mais il y a un mouvement de vie dans le corps. Hein. Tu n'es pas une masse inerte, il ne se passe rien dans ton corps. Hein. S'il n'y avait pas une force qui animerait tes fluides et ton sang, tu aurais, des chevilles de 4 mètres de diamètre. Hein. Donc il y a une force à l'intérieur. C'est à celle-là qu'on s'adresse, en tout cas dans ma pratique. Il y a d'autres pratiques structurelles que je ne fais pas, ou très peu, qui s'adressent, elles, qui utilisent une force extérieure pour intervenir. Mais moi, je suis OK avec ça. L'ostéopathie crânienne, j'ai jamais cru. Les os du crâne, ils sont figés, ils ne peuvent pas bouger. Enfin, c'est une évidence. Par contre, quand tu mets les mains sur un crâne, que tu sentes qu'il y a des mouvements, que ça se relâche, que ça bouge, que quand tu tiens un crâne dans les mains, que en le touchant d'une certaine façon, toi-même relâché, ton relâchement influence le patient et que littéralement son crâne et donc son système nerveux se repose dans tes mains et que par effet réflexe, tes structures musculaires qui se détendent, que ton corps s'ouvre et qu'il soit beaucoup plus disponible à la régulation, c'est une évidence totale. Donc mettre les mains sur un crâne et influencer le système nerveux, oui. Moi, dans les cours que je donne, je dis aux gens, voilà, vous touchez qui vous êtes, donc soyez vraiment très tranquille. C'est comme si vous mettiez un être méditant sur un autre être qui nul n'est pas. On sait que la méditation relâche et a des incidences physiologiques. Et donc, avec les mains, constatez comment ça se relâche, on appelle ça faire le neutre, et avec l'habitude et l'expérience, sentez le moment où vous pourrez aller sur le symptôme. Ça ne veut pas dire, c'est pas de l'ostéopathie crânienne, c'est de l'ostéopathie tout court qui est d'une logique implacable. Et comme le système nerveux a une influence sur toutes les physiologies du corps, évidemment, quand tu poses tes mains et que tu relâches quelqu'un et que tu peux le constater dans les mains, un crâne qui se détend, c'est un crâne qui se relâche, qui devient plus lourd, qui se soumet à la gravité, et sur lesquels tu sens que les tissus, parce que les tissus sur le crâne, c'est pas que de l'os, se détendent. Et quand tu as de l'expérience, l'hyperactivité cérébrale, ça crée des champs électromagnétiques que tu sens. Des fois, tu touches un patient qui est méga stressé, au bout d'un moment, tu as l'impression d'avoir le bout des doigts qui se congestionne. Et ça montre à quel point on est en interaction. Et donc, quand tu as l'habitude de travailler avec ça, que tu sais relâcher ton corps, c'est le moine bouddhiste contre Attila. Et au bout d'un moment, l'idée, c'est que tu influences ce qui se passe dans le patient et que tu constates dans la structure, et pour moi la gravité est vraiment importante, que le corps se détend et que la structure se relâche entre les mains. C'est aussi simple que ça. Et après, tu n'as plus qu'à aller à l'endroit où il y a un problème, à la limite toucher les récepteurs de Golgi pour les relâcher, pour que le muscle se détende, sentir qu'à l'intérieur du système, de nouveau, ça circule, et que le patient est en train de se réguler. Et ensuite, la nature fait le reste. Tu aurais dit dans une interview que tu guérissais le cancer. Est-ce vrai ? C'est grotesque, malveillant, diffamatoire. En fait, j'ai dit tout l'inverse, puisque dans la fameuse interview,
Ou dans un autre avant, je cite la phrase de Becker, à qui on demandait est-ce que vous soignez les cancers? Il a répondu tous mes cancéreux sont morts en bonne santé. Ce qui est exactement l'inverse. Ça montre qu'il ne guérit pas les cancers, mais que quand les gens passaient entre ses mains, ils pouvaient être détendus ou accéder à des niveaux de conscience intéressants par rapport au cancer. Peut-être accepter la maladie, rentrer dans peut-être l'acceptation de ce qui se passe pour pouvoir s'apaiser. C'est exactement ce que j'ai voulu dire. Et donc, je vois le bandeau qu'il a mis prétend guérir des cancers. Je n'ai jamais dit ça. C'est totalement diffamatoire. Ça voudrait dire que ces gens-là ne pourraient être soignés que par des oncologues, et éventuellement leurs généralistes. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas s'occuper de quelqu'un qui a un cancer. Mais les gens qui ont des cancers, ils ont envie qu'on les touche. Ils ont envie qu'on les relâche. Ils ont envie qu'on les pose. Ils ont envie qu'on détende leur corps. Ils ont envie de tout ça. Et heureusement qu'il n'y a pas que les oncologues, les pauvres, qui se tapent tout ce truc si difficile et qui se tapent aussi leur détresse. Et le médecin aussi. On peut aider les gens. Dans la guérison, il y a plein d'étapes. La guérison n'est pas que arrêter une maladie chez les gens. C'est malheureux, c'est ça qui est très fatigant d'être attaqué comme ça. Parce qu'en fait, tous les praticiens qui travaillent comme ça et que je connais, parce que du coup on converse entre nous, c'est des gens qui sont incroyablement bien, incroyablement humanistes. Et avec cette humanité, cette fraternité, eh ben, tu fais des miracles avec les gens. Les miracles, ça veut pas dire qu'on va guérir des cancers. C'est-à-dire qu'ils se sentent vraiment mieux. Mon père est mort des suites d'un cancer du côlon. Et un jour, on lui a dit, voilà, on ne peut plus rien pour vous. Et là, ça a été horrible. Bien pire que le fait qu'on lui a annoncé le cancer. C'est qu'on l'ait laissé tomber. Et heureusement, j'étais encore trop jeune, que j'ai pris en charge d'un point de vue ostéopathique, pour relâcher son système nerveux, pour faire en sorte qu'il se sente bien, qu'il accepte. Heureusement qu'il y avait des gens comme ça pour l'accompagner. On devrait ne plus s'occuper d'eux parce que leur maladie est incurable. L'ostéopathie peut-elle tout guérir ? On ne peut évidemment pas tout guérir, mais on peut tout aborder à partir du principe que c'est une médecine humaine qui est très influente sur le système nerveux et que le système nerveux est partout. Tu peux tout aborder, effectivement. Voilà, mais en mettant des limites, en ne faisant jamais croire. Et c'est là qu'il y a le mauvais côté gourou des gens. Tu fais jamais croire aux gens que tu vas les soigner. Moi, je dis toujours à un patient quand il vient et qui voit d'autres praticiens, ostéo ou autres, qui leur ont dit votre problème, mais quel que soit le problème, il va falloir 4 séances réparties sur 6 mois et je le soignerai en 1 an. Je dis toujours aux gens, mais vous leur tournez le dos. Aucun praticien ne peut dire sur telle ou telle maladie, il va me falloir tant de séances et ça va être tant de temps. C'est pas connaître la maladie, l'être humain et les différences qu'il y a entre les maladies et les êtres humains. Ça tient pas debout. Comment expliquer que les patients nous prennent parfois pour des magiciens ? Alors il y a pas mal de choses. Je crois qu'il y a une légende. Il y a la légende du Far West. Tu rentres dans un bar du Far West et puis tu as un cavalier qui a super mal au dos, et puis il y a cette image qui est véhiculée par l'inconscient collectif, par des films, où tu as le gars derrière le bar qui dit mais je vais vous prendre, et puis qui te tourne d'un seul coup, qui te saute à pieds joints dessus, et tu ressors de là, t'es tout neuf. C'est une légende. Dans les pratiques structurelles, tu peux avoir des effets rapides. Et donc, ça peut arriver. Et ça m'est déjà arrivé. Voilà. Mais à chaque fois, c'est un événement exceptionnel. L'être humain a absolument besoin de la magie. D'ailleurs, Jodorowsky parle de psychomagie. Il a absolument besoin que ça soit magique. Et comme par hasard, d'ailleurs, quand tu as un résultat très fort sur quelqu'un dans une famille, il t'envoie en général tous les membres de la famille, et les gens viennent avec vous êtes un magicien. Bon, toi, ça te flatte évidemment dans ton ego de magicien. Mais tu sais bien que tu n'es pas que ça. En tout cas, très rapidement, au bout d'10 ans d'expérience, tu vois bien aussi tous tes échecs. Mais les gens ont besoin de comprendre ça. Et t'as beau leur dire, vous savez, c'est pas de la magie,
c'était une bricole, ça a lâché, il a suffi de relâcher le muscle ou de manipuler légèrement pour que tout ça se remette en place. Mais eux, ils veulent le croire. Et comme par hasard, sur les membres de la famille qui croient ça, tu auras des meilleurs résultats. Ça montre l'effet psychosomatique. Et c'est un effet qui est très puissant, c'est un levier qu'on utilise. Après, le danger de ce point de vue-là, c'est que quand tu tombes sur un praticien qui aime le pouvoir, un praticien qui a des blessures de pas exister, de dévalorisation, lui, il va l'utiliser et c'est là qu'on arrive sur les branches gouroutisantes, mais qui arrive autant avec des médecins ou d'autres choses. Et donc, ce côté magique aussi, il peut être lié à ça, mais aussi au fait que, évidemment, les mains, c'est toujours magique. Tu touches quelqu'un et il va mieux. Personne ne comprend vraiment comment ça marche. Et donc, du coup, ça va solliciter ce besoin de magie qui va rejoindre l'espoir, la joie. Quelqu'un qui est en joie, il va plus facilement aller mieux que quelqu'un qui est déprimé. Va soigner quelqu'un qui est au bord de la dépression, c'est vachement dur de le soigner. Parce qu'il y a une force en lui, qui est une force qui est passive. Alors que la joie, l'envie, c'est une force proactive. Et évidemment que ça joue dans les traitements. Et pourquoi on devrait s'en passer? Il faudrait qu'on soigne des robots par des robots en permanence? La vie, c'est ça? L'être humain, c'est ça? Ben non. L'être humain, c'est un spectre d'humeurs, d'états différents, énorme. Et donc, cette idée de la magie, ça vient de tout ça. Alors, voilà, moi, je dis aux gens, vous êtes gentils, mais voilà, mais ça n'appartient qu'à moi. Mais les gens aiment croire ça. Certains parlent de dérives sectaires en ostéopathie. Qu'est-ce que cela t'évoque? Imaginez que la secte, c'est vraiment un système pyramidal. C'est un système pyramidal dont la base nourrit le sommet. Qu'est-ce qu'on appelle sectaire, tu vois? Là, on parle d'une médecine humaniste. Tous ceux que je connais qui sont attaqués en ce moment, ils sont vraiment dans l'horizontalité. Il y a personne, je crois que personne parmi les étudiants ne peut dire qu'ils sont gourous, chefs d'une secte. C'est exactement l'inverse. Moi, par exemple, je propose des formations sur 2 modules pour accéder à la fois au modèle biodynamique, qui est un modèle donc plein d'erreurs. C'est juste un modèle pour expliquer comment un être humain, quand il touche un être humain, il peut avoir des résultats. Donc on construit un modèle pour qu'on puisse le comprendre. Dans ce modèle, il y a plein d'erreurs. Et donc le modèle, il évolue. Mais pour l'instant, c'est le modèle qui donne le plus de facilité pour enseigner et pour avoir des résultats. Mais le modèle, on l'évolue. Déjà, moi, je me suis beaucoup éloigné du modèle originel. Et c'est normal. Ça aussi, c'est scientifique. À partir du savoir des maîtres et des résultats. Et on est toujours dans la dualité. Quand on a peur des choses qu'on ne connaît pas, c'est tellement facile de montrer du doigt. Voilà. Moi, dans l'enseignement, tu vois, c'est ça que je vais revenir, c'est que je propose des workshops qui sont facultatifs. Tellement j'ai peur que les gens se sentent obligés de venir à des formations longues et qui dépensent de l'argent alors qu'ils n'en ont pas envie, pour pas qu'ils soient accros à ça. Que voudrais-tu dire à un étudiant ou un ostéopathe qui doute du modèle traditionnel? Après, il va être sur le terrain, qui expérimente. Moi, je suis sûr que tous les jeunes qui font de BP comme ça à fond, au bout de 2, 3, 5 ans, ils vont avoir les limites. Parce que tu ne peux donc, dans ce principe-là, soigner que ce qui est prouvé. Un être humain, c'est tellement de choses qui s'interfèrent, qui interagissent, qu'en fait, très vite, tu trouves les limites de ça. Et donc, tu deviens juste un petit mécanicien qui fait des techniques sur un être humain qui est composé d'une infinité de sciences différentes qui interagissent les unes avec les autres. Et donc, tu es très, très vite limité. Donc, ces gens, très vite, vont se limiter. Ils vont être saturés parce qu'ils vont faire toujours les mêmes choses et ils vont pas avoir de bons résultats. Ne pratiquer que des techniques prouvées, c'est réduire notre boîte à outils. N'est-ce pas un appauvrissement de la profession? Dans ce sens-là, oui. Dans l'autre sens dont on a parlé au début, non. Qui viennent, par exemple, sur le modèle biodynamique, qui est un modèle, et je suis le premier à critiquer ce modèle quand il n'est pas évolué et enseigné sans évolution. Quand ça vient nourrir des choses qui sont déjà là depuis 100 ou 150 ans pour dire attention les gars, là ce que vous êtes en train de prôner, ça marche pas comme ça, il faudrait essayer de l'expliquer autrement.
En tout cas, pas de cette façon-là. Là, tu nourris l'expérience. Mais quand tu viens de dire, on fait pas du tout ça parce que c'est pas prouvé, mais on fait ça dont le champ d'application est hyper restreint, alors tu perds l'essence même de notre profession. Ça n'a pas de sens. Quand j'ai appris que la respiration primaire n'existait pas, j'ai arrêté de parler des rythmes comme ça. D'ailleurs, dans les cours, je disais aux gens, bon, normalement, c'est 2,5 par minute, et l'autre, le rythme plus lent de santé, c'est un cycle toutes les 100 secondes. Et comme la plupart des gens ne le sentent pas ou le sentent beaucoup trop vite pour que ça soit juste, je leur dis, bon, vous prenez pas la tête, ce que vous sentez, c'est la vie. La vie qui est saine, elle est harmonieuse, elle est lente, elle est plutôt rythmique, et elle est vraiment harmonieuse. Dès que c'est pas harmonieux ou que tu as des champs électromagnétiques, c'est hyper tendu, c'est qu'il y a un problème. Tenez-vous-en à ça, c'est sûr. Voilà. Et le reste, et ça m'a permis de nettoyer le reste. Et l'ostéopathie crânienne, telle qu'elle est décrite avec les mouvements du crâne en roue dentée, franchement, non seulement je l'ai pas appris, donc je l'enseigne encore moins. Et si ça valide ça, c'est très bien que ça élimine et que ça épure les choses, mais que ça permette aussi d'en prouver certaines autres, qu'on fasse des recherches sur les champs électromagnétiques du corps. Voilà leur incidence. Comment on peut les sentir? On les sent avec les doigts, mais comment on peut les mesurer? Qu'on fasse des IRM fonctionnels avec un ostéopathe qui pose ses mains sur quelqu'un, sur le système nerveux, et voir comment ça joue, sur quelle zone. Il y a encore un champ d'application. J'adorerais, moi, me prêter à ça. Ça m'apporte énormément d'être sur le terrain clinique comme ça. Voilà. Et tout ce que j'ai appris et j'enseigne, regarde la bibliothèque derrière toi, c'est une bibliothèque dont je me suis infusé des sciences. Voilà. Comment marche la conscience? Qu'est-ce que c'est? Quelle forme d'intelligence? Est-ce qu'elle a une incidence sur le corps? À quoi elle est reliée? Stanislas Dehaene a fait des bouquins, avec toute la neurophysiologie. Voilà, tout ce que j'enseigne s'appuie là-dessus. Et aussi sur les enseignements que j'ai pu recevoir des maîtres, et surtout sur la clinique. J'ai fait plus de 100 000 consultations dans ma vie. Te ferais-tu soigner par un jeune ostéopathe EBP? Ça dépend pourquoi. Si son truc à lui est montré hyper efficace sur une problématique que moi j'ai, oui, j'irais bien. Oui. Mais j'aimerais qu'il se fasse soigner par moi. Ou d'autres. Voilà, aussi. Ça s'échange. C'est quoi ce truc de dualité qui mène jamais à rien? Y a-t-il un conflit générationnel et un problème démographique dans la profession? Alors moi, je les connais pas directement, à part un ou deux qui me paraissent très jeunes. Mais sur les anciens, j'en connais pas beaucoup, donc ça ressemble un petit peu à ça. Mais eux-mêmes sont pas victimes, parce que c'est intéressant aussi. Ils sont dans le mood de ce qui se passe là. Voilà, j'imagine que si moi, j'avais eu 25 ans, ostéopathe débutant dans un milieu ostéopathique qui est overbouché et qu'on m'amène la science comme ça et que je vois un vieux comme moi juste à côté qui est rempli du matin au soir, je vais me dire, mais putain, c'est super injuste, c'est pas possible un truc pareil. Et quand ils font les formations, ils font, waouh, non mais c'est vraiment ça. Ouais, d'accord. Ils sont super ok, ils sont pas tous comme ça. Donc, il y a ce courant-là. Il y a la blessure de l'individu qui peut le récupérer pour faire sortir sa colère, sa haine. Et puis, il y a ce qui se passe dans la profession en ce moment. C'est une vraie frustration de ne pas pouvoir travailler. Je vois des jeunes ostéopathes qui arrivent pas à bosser, qui sont obligés de faire d'autres boulots à côté. C'est horrible. Et tu l'expliques comment? Là, il faudrait demander aux syndicats et à l'État. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a pu autoriser une telle multiplication d'écoles? Comment on a pu ne pas mettre en place un numerus clausus? Quelles sont les raisons? Alors, les directeurs d'école étaient trop contents. Ils ont eu plein d'argent avec ça. Pourquoi on n'a pas étendu ça? Moi, j'ai entendu plein de choses là-dessus. On m'a dit une fois que ça arrangeait bien la Sécu, qu'il y ait une profession qui prenne en charge les gens qui vont pas consommer de médecine qui sont utilisés par la Sécu. Il y a aussi le courant de ce qui se passe dans le monde. L'ostéopathie est reconnue partout dans le monde, même dans des pays du tiers-monde. Et nous, tout d'un coup, on devait fermer les yeux sur un truc qui était très pratiqué. Donc l'État était bien obligé de se rendre compte qu'il y avait un mouvement qui était inarrêtable. Comment vois-tu évoluer la profession d'ostéopathe dans l'avenir? Alors, celui que j'aimerais
dans l'utopie, qui est toujours Moi, j'ai peur qu'on enlève l'utopie. L'utopie, ce sont les rêves à partir desquels tu peux faire naître la réalité. Et j'ai peur que la science enlève l'utopie et donc la capacité de créer. Et c'est à partir du moment où on crée que les choses existent. Et là, on ne fait que vouloir valider des choses qui existent déjà. Et donc la créativité, j'ai peur que ça enlève beaucoup de créativité aux ostéopathes. Et l'ostéopathie a eu tellement de succès parce que les gens étaient un peu utopiques et qui voulaient aller guérir des choses que les autres n'arrivaient pas à guérir. Et c'est vraiment intéressant. Donc j'ai peur qu'on enlève ça. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est que les deux courants marchent ensemble pour faire évoluer la profession. Mais là, ce que je vois en ce moment, c'est qu'on va plutôt vers une ostéopathie qui serait intuitive, qui viendrait des maîtres, qu'on appellerait fondamentalistes, voilà, et une ostéopathie hyper scientifique, et que les deux seraient dissociés, et que on pourrait avoir un diplôme qui donnerait les deux types d'ostéopathie, et pourquoi pas, et de présenter une pratique qui serait issue de l'une ou de l'autre au patient, s'il a besoin de le savoir. En fait, les patients, ils s'en tapent le popotin. Hein. Ce qu'ils veulent, eux, c'est guérir. Il n'y a que ça qui les intéresse. Mais donc, l'avenir de la profession, je le sens très incertain. Et en même temps, il faut arrêter d'être franco-français. Dans le monde entier, c'est hyper développé. Comment veux-tu arrêter un mouvement tel que celui-là? S'il est aussi puissant, c'est qu'il marche. J'ai vu émerger dans ma carrière plein de choses comme ça, comme la kinésiologie ou d'autres pratiques qui étaient vachement à la mode et qui paraissaient intéressantes sur le papier et qui soit stagnées, soit totalement effondrées. C'est simple, hein. Il y a un seul juge. Ce sont les patients, c'est le public. Un truc qui marche et qui se développe, c'est que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Toutes les pratiques émergentes, là, j'ai vu les trucs avec une machine, de remettre l'OAA, extraordinaire et tout, bon, t'as 3 résultats et puis t'as 97 échecs. Mais comme ça fait rêver les gens et que ça paraît logique sur le papier, scientifiquement, quelque part, que l'OAA c'est l'axe, que là t'as le tronc cérébral, la survie, que l'axe de la colonne, mais la vie est tout le temps en mouvement, le corps se transforme tout le temps. Comment tu veux poser un truc définitif, explicable par la science, à quelque chose qui bouge tout le temps? L'ostéopathie, c'est prendre en compte ce mouvement permanent.